AXA a présenté une performance semestrielle excellente, démontrant une accélération de sa croissance organique. On a 7% ici en supplément ici du chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle robuste, à savoir plus 6%, la positionnant favorablement par rapport aux objectifs de son plan Unlock the Future. Donc si AXA vous intéresse, j'espère que vous savez à peu près ce que ce plan-là implique de manière globale. Donc la stratégie de recentrage radical sur le métier de l'assurance est désormais une réalité tangible avec la cession finalisée d'AXA IM et l'acquisition stratégique de Prima en Italie, portée par un bilan d'une solidité remarquable avec une solvabilité de à 220%. Et pour les curieux, allez-y, tapez c'est quoi solvabilité 2, qu'est-ce que ça implique pour une compagnie d'assurance. De toutes les façons, c'est une métrique spécifique pour une compagnie d'assurance de manière globale. Donc, en même temps, il faut également mentionner que le groupe prouve sa capacité à exécuter sa transformation et à générer de la valeur. Ce que je voulais mentionner, c'est que une compagnie d'assurance, c'est très facile de faire croître le chiffre d'affaires. Ce qui devrait vous intéresser, c'est la gestion des risques. Donc, un combine ratio, généralement, au niveau de la moyenne de l'industrie, sinon à un niveau supérieur. Quand je dis enfin, à un niveau inférieur par rapport à la moyenne de l'industrie. En fait, plus le combine ratio est bas, mieux c'est. Plus il est élevé, moins bien c'est. Enfin, on va le dire comme ça. OK? Donc, néanmoins, la vigilance reste de mise face aux pressions tarifaires sur les marchés clés comme le Royaume-Uni et au risque d'intégration inhérent à sa nouvelle structure. Parce que oui, on devient un pur assureur. Mais en réalité, si on fait des acquisitions à gauche, à droite, ça ne veut pas certainement dire que ça va bien, fonctionner ou bien ça va bien marcher. Surtout que quand on fait une acquisition, on fait également l'acquisition du risque. Si la compagnie en question avait l'habitude d'être très entreprenant par rapport à leur façon de tarifer le risque ici, ça peut vouloir dire, ça peut ça peut il pourrait y avoir des problèmes plus tard. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que sur une compagnie d'assurance, vous ne verrez jamais une valorisation très élevée, sauf par exemple pour les compagnies d'assurance qui ont des croissances de plus en plus élevées, surtout parce que, un peu comme Kinsale, ce genre de choses-là, mais c'est surtout les entreprises qui sont sur des marchés que personne ne veut généralement, enfin, des risques que personne ne veut généralement couvrir et qui ont trouvé un moyen ici de pouvoir le faire correctement. Bon, bref. Je pense généralement ici, plus le risque est élevé, plus la prime sera élevée. Donc le chiffre d'affaires, etc., qui diminue, ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Moi, je trouve ce qui m'intéresse ici, c'est l'évolution du bénéfice net. Et je veux surtout un bénéfice net qui reste stable, au moins dans le temps. Et vous savez, les net income, les attentes des analystes par rapport au 12, par rapport à 2027, ou bien à long terme ici, ou bien, disons, moyen terme, il faut faire attention parce que ça ne prend pas en considération un risque qu'on n'aurait pas, comment on dit ça? Un risque exceptionnel. S'il y a une catastrophe naturelle, ce genre de choses-là. Donc, j'aime bien les compagnies d'assurance. Très souvent, ce sont des entreprises qui ont un pricing power naturel. OK? Si vous avez un incident ici, ils vous couvrent, ils vous assistent et vous payez plus cher l'année prochaine. Sinon, vous partez voir ailleurs. Donc, on a à peu près du 8 milliards 900 attendu à cette période-là. Et sur les dernières périodes ici, donc je pense en médiane, 5 dernières années, on a à peu près 6 milliards 500, 3 dernières années, 6 milliards 600. Et donc, si le marché s'attend à 8 milliards et poussière, ou bien 9 milliards, je ne me souviens même plus c'était quoi le chiffre en question, tant mieux pour lui. Le type d'assurance qu'on a également ici devrait être pris en considération parce que si nous avons une entreprise, dans le cadre d'AXA, généralement le book value, il ne faut pas trop le regarder également ici, mais ça serait intéressant si vous l'avez aux alentours d'une vingtaine d'euros ou bien à 11 euros par là. Et quand bien même le book value varie, ça peut être lié aux obligations qu'ils détiennent dans les bilans. Donc ça ne veut pas dire qu'il a fondu comme neige au soleil, mais non. Il faut toujours aller regarder un peu plus loin que ça. OK? Donc, quand les taux d'intérêt vont remonter, vous allez peut-être voir que le book value en question va également avoir tendance à remonter parce qu'il y a des obligations dans ces bilans-là. Donc, idéalement, on aimerait un book value qui augmente année après année. Mais comme je l'ai dit, ça dépend du type d'assurance qu'on a ici. Je ne vais pas revenir dessus.
Je pense que j'ai déjà parlé des assurances tantôt par le passé. Je vous laisse aller voir ces vidéos-là. OK? Ou bien soyez juste curieux de manière naturelle. Comment est-ce qu'on analyse telle compagnie d'assurance ou assurance vie, assurance dommage, de réassurance, qu'est-ce qu'on doit aller regarder? Ou bien même assurance santé de manière générale. Bon, assurance santé, même c'est trop dit. Enfin, il y a assurance santé, mais également, il y a gestionnaire de soins de santé. Ça, c'est deux concepts différents. Mais voilà. Par exemple, si les gestionnaires de soins de santé comme UNH, le book value n'est pas important. Okay? Ils n'ont pas d'obligation de maintenir un book value à un certain niveau. Bref. Alors, même pas. Bref, il ne faut pas regarder le book value, on va le dire comme ça pour faire simple. Alors, maintenant, du point de vue évaluation sur ce genre d'entreprise, vous savez, monsieur le marché, c'est pas la peine d'aller regarder les free cash flow ici. Il faut toujours regarder le net income. D'accord? On ne vend pas à crédit ici. Donc, le net income, c'est vraiment du cash. En médiane, c'est un business qui se négocie à 8,6 fois les bénéfices. Et quand il s'est négocié à 8,6 fois les bénéfices, ça veut peut-être dire que le marché pense que le risque est trop élevé sur cette compagnie ou ce genre de choses, mais le marché n'a pas toujours raison. À long terme, d'accord? À court terme peut-être, à long terme peut-être pas. OK? Ce que AXA devrait faire, c'est de racheter massivement ses actions. Est-ce que c'est le cas? Timidement, c'est ce que je déteste sur les compagnies européennes. C'est pour ça, généralement, que ces entreprises auront tendance à faire du surplace. Enfin, si on prend dividende réajusté, si on ajuste avec les dividendes, ça donne ceci. Si on prend un dividende réinvesti, ça donne ceci. Et s'il n'y a pas de dividende réinvesti, voici à quoi ça ressemble. Donc, on vient à peu près d'atteindre le plus haut de 2020. C'était quoi cette année-là? C'était quoi cette année-là? Donnez-moi juste un instant. 2000, par là. Mais si on prend un dividende réinvesti, ça ressemble à ceci. Mais combien parmi vous réinvestissent leurs dividendes? En fait, ce qui va se passer, c'est que si l'entreprise ne rachète pas ses actions, vaut mieux continuer à racheter massivement les actions de cette compagnie, surtout si elle reste qualitative. Surtout. OK? Donc, je prendrai 10 fois les bénéfices ici. Et je viens prendre AXA, AXA. Voilà. Je pense qu'on a déjà fait une vidéo plusieurs fois ici. Il me semble qu'à une époque, ça restait toujours intéressant. Alors, AXA, 10 fois les bénéfices. Et je suis même gentil et j'aimerais que l'entreprise rachète massivement ses actions. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Donc, ça reste intéressant. À 10 fois les bénéfices attendus en 2027, ça donne 44 € l'action. Aujourd'hui, c'est 40 €. Vous allez me dire, ouais, mais ça veut dire qu'elle est correctement évaluée. Non. Elle est sous-évaluée si elle continue à racheter les actions. Rendement, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes en date de jour, vous avez un rendement de 9,41%. Or, il est de 5,35, ce qui veut dire que le dividende en lui-même, il va continuer à croître. Imaginez celui qui a acheté AXA en 2020 à 16 € l'action. Aujourd'hui, juste avec les dividendes, ne faites pas la même erreur que moi avec Apple, juste avec les dividendes, il a un rendement potentiel, il a un rendement par an de 15%. À ce prix-là, je ne vends rien du tout. Je reste tranquille, j'encaisse mon dividende et je reste tranquille. Maintenant, il y a d'autres qui extrapolent en se disant que oui, l'entreprise aura tendance ici, la croissance de dividendes sur les 20 dernières années était de 5%, si les 20 prochaines années c'est 5%, voici à quoi ça pourrait ressembler. Ne jouez pas à ce jeu-là. Parce que dites-vous qu'à un moment donné, une entreprise vit et meurt. À quoi ressemble, quelle est la phase de maturité de cette business-ci? Est-ce que c'est un business en croissance? Est-ce que c'est un business en décroissance? Est-ce que nous avons ici un business mature? Soyez curieux, allez lire le livre de Damodaran sur les cycles. Il est là sur Internet. C'est celui-ci, Damodaran Cycle. Je donne toujours le nom des livres ici, mais bon, je sais que beaucoup d'entre vous ne lisent pas. Vous voulez qu'on fasse tout sur YouTube. Mais croyez-moi, la lecture libère. Lisez ce livre-ci, apprenez les cycles. Dépendamment des cycles, vous allez avoir tendance à analyser une entreprise de différentes manières. Par exemple, quand je suis ici, en start-up, prendre le free cash flow, le bénéfice est encore, oh, c'est parfait, il y a l'information. Oh là là. Ici, la valeur d'entreprise sur valeur d'entreprise ici sur le marché total accessible, PEC intéressant, le nombre d'utilisateurs, etc. Ici, quand on est en croissance rapide ici, on est à peu près aux alentours. Valeur d'entreprise sur le revenu pourrait être intéressant. Quand on est également en hyper-croissance, ça reste également intéressant, pertinent. Et quand on atteint une croissance mature ici, le forward PE commence à être intéressant. Ou bien en maturité stable, on a à peu près
un PI, un price to earning ou bien un EV sur EBITDA qui peuvent être des métriques pertinentes. Mais quand on est en phase de déclin, c'est le tangible book value qui est important. Ou bien la valeur liquidative, ou bien une somme départ. Bref, comme vous voulez. Allez-y, regardez ce truc-ci, c'est très intéressant. En fait, vous devez le connaître si vous voulez analyser les compagnies, c'est indispensable. C'est pour ça que parfois, enfin, ne faites pas la même erreur que moi, parce que depuis très longtemps, j'aurais pu acheter du Amazon. J'attendais que le PER soit bas. Or, je n'ai pas compris qu'Amazon, c'est une entreprise qui se retrouve dans cette zone-ci. OK? Donc, elle vient à peine d'arriver dans cette zone-ci. Donc, et encore, quand vous lisez les rapports financiers, il y a énormément de dépenses, de coûts variables. Donc, elle pourrait réduire ces coûts variables-là et ça va augmenter implicitement la marge. J'ai fait une vidéo sur Amazon dernièrement et je suis actionnaire d'Amazon, donc je peux avoir un raisonnement biaisé. Donc, je continue à considérer qu'Amazon est très sous-évalué jusqu'aujourd'hui. Bref, sur AXA, ça reste une entreprise intéressante au prix actuel. Elle devrait continuer à racheter massivement ses actions. C'est important. Sinon, c'est à vous de faire le travail derrière et vous allez le faire avec la friction fiscale. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et également ici, n'oubliez pas, laissez-moi savoir en commentaire, ceux qui ont du AXA à des prix très intéressants. D'accord? Merci, au revoir.